Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas? Ça va très bien. Finalement, tu as suivi le Creator? Oui, The Creator, oui, j'ai suivi. C'est pas mal. C'est un univers familier des fans de Star Wars. C'est un peu un mélange de Blade Runner et de Star Wars, en fait. Ça, c'est le genre de film que tu aimes, en fait. Oui, que j'adore, que j'aime beaucoup. Mais je veux dire, en termes de scénario, comme je l'ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, les effets spéciaux sont magnifiques. Et ils ont tourné ça avec des caméras de moins de 2000 €. Oui. La Sony FX3. Oui. Et c'est Gareth Edwards, celui qui avait fait le spin-off de Star Wars, Rogue One, de Star Wars Story. Voilà, c'est ce réalisateur. Au début, il avait proposé même le scénario à Disney, qui détient les droits de Star Wars, pour en faire une espèce de spin-off aussi, un film issu de l'univers Star Wars. Malheureusement, il avait essuyé un refus de Disney, et donc il avait dû refaire, si tu veux, il avait dû revoir le scénario et pour le présenter tel qu'on peut le voir maintenant. Mais quand vous le suivez, si vous avez une culture cinématographique un peu quand même éveillée, vous voyez très bien que c'est un vrai mélange. C'est vraiment un mélange de Blade Runner et de Star Wars. Vraiment les deux, quoi. Si on suit surtout le Blade Runner. L'actualité internationale nous emmène où? En Palestine, à Gaza particulièrement, où les autorités israéliennes ont annoncé hier soir qu'un accord avait été trouvé concernant les otages. Il faut bien comprendre que la guerre a été de nouveau déclenchée dans la bande de Gaza à la suite des événements du 7 octobre dernier, qui avait fait, à l'issue de laquelle le Hamas avait perpétré des attaques contre des kibbutz, c'est-à-dire des villages qui étaient placés à la frontière nord de la bande de Gaza, attaque qui avait fait le 7 octobre, 1200 morts et près de 5000 blessés. En représailles, les Israéliens bombardent sans discontinuement la bande de Gaza depuis aujourd'hui 45 jours. Et donc, au bout de ces 45 jours de bombardement, selon le ministère du Hamas, ces bombardements ont fait 14 000 morts côté palestinien et plus de 33 000 blessés. Et donc, lors des événements du 7 octobre dernier, le Hamas avait enlevé environ 250 personnes, hommes, femmes et enfants israéliens, et donc les retenait en otage dans la bande de Gaza. Malgré tous les efforts jusqu'à présent déployés par l'armée israélienne, donc Tsahal, en bombardant massivement, en disant qu'ils ont réussi à démanteler des QG, des quartiers généraux opérationnels, ou bien des espèces de caches opérationnelles du Hamas, ça n'a pas rapporté grand-chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près une douzaine de soldats reconnus comme tels, une douzaine de chefs du Hamas ont été tués. Le reste, évidemment, le reste est en activité, et le Hamas est extrêmement présent dans la bande de Gaza, puisque on l'a aussi appris depuis les événements du 30 octobre dernier, à peu près une quarantaine de soldats israéliens ont été tués par les membres du Hamas. Donc depuis leur incursion sur le sol, sur la bande de Gaza. Et puis, donc depuis lors, Israël n'a pas changé de position. On l'a vu aussi hier, Israël a aussi connu un autre échec sur le plan médiatique, c'est-à-dire que l'hôpital Al-Shafi, que Tsahal annonçait comme étant l'épicentre opérationnel du Hamas, à l'intérieur duquel, en dépit des demandes de la communauté internationale de ne pas attaquer cette structure hospitalière, Tsahal a estimé qu'elle était dans son droit au nom de la protection et la défense d'Israël, et donc ils ont procédé à pénétrer dans cet hôpital. Ils ont produit un certain nombre d'images montrant que c'était des preuves que des otages avaient été retenus dans cet hôpital-là durant plusieurs jours, et que c'était le centre opérationnel du Hamas. Pour cela, ils ont montré des kalachnikovs, ils ont montré des chargeurs, ils ont montré quelques aliments, du lait, des dattes, et donc un maigre butin en réalité pour justifier le fait que cet hôpital-là pouvait potentiellement abriter le quartier général du Hamas. Bref, en même temps, il y avait des négociations qui avaient été démarrées très rapidement sous l'égide du Qatar, parce qu'il faut savoir que le Qatar est devenu le partenaire incontournant sur la question de la crise du Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que le Qatar abrite déjà
les autorités politiques de Hamas. Ismaël Haniyeh, qui est le patron de Hamas, vit à Doha au Qatar, il ne vit pas dans la bande de Gaza. Donc toute la direction politique de Hamas vit au Qatar, avec la bénédiction des Israéliens et des Américains, puisque ce sont ces derniers-là qui avaient demandé au Qatar de les accueillir. Et donc, depuis donc plusieurs jours, avec également l'appui d'autres pays qui ont des relations diplomatiques avec Israël, notamment l'Égypte, et à côté aussi les États-Unis, qui sont incontournables dans la région, étant donné que les États-Unis ont des relations diplomatiques à la fois avec le Qatar, l'Égypte et Israël, dont c'est un allié indéfectible. Et donc, toutes ces personnes-là, par le biais de canaux diplomatiques qui convergent tous à Doha au Qatar, ils avaient discuté. Alors, les dirigeants du Hamas demandaient qu'en échange d'une trêve durant laquelle il y aurait une cessation des hostilités, afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et du carburant dont les populations gazaouies ont crucialement besoin, ils allaient consentir à libérer un certain nombre d'otages, principalement des femmes et des enfants. Alors, dans cette trêve d'une durée de 4 jours qui va rentrer en effectivité dès jeudi prochain, cette aide de 4 jours devra permettre d'acheminer de l'aide humanitaire, donc des médicaments et de la nourriture et de l'eau dont ont besoin les populations de Gaza, et bien entendu du carburant. En échange, le Hamas consent à libérer une 50aine d'otages, donc essentiellement des femmes et des enfants. Mais dans ces femmes, il faut enlever celles qui sont dans les services actifs de l'armée israélienne, parce qu'il y a des soldats qu'on a enlevés, des soldats hommes et femmes. Et donc ceux-là seront gardés. Donc il devrait rester à peu près un nombre considérable d'otages, encore 200. Ces 200 otages pourraient, eux, être libérés à l'issue d'autres trêves qui pourraient être négociées et obtenues de la part d'Israël. Pour Israël, cette trêve-là est la bienvenue parce qu'elle va permettre aussi un peu de faire baisser la pression sur le plan intérieur, où le gouvernement de Benjamin Netanyahou subit la pression populaire, notamment des familles des otages, pour leur demander de tout mettre en œuvre pour, au lieu de privilégier l'aspect sécuritaire, donc l'aspect militaire, de plutôt privilégier la voie diplomatique et la négociation pour obtenir la libération de ces otages-là. Donc ça va permettre un peu à Netanyahou et à son gouvernement de faire baisser la pression. Néanmoins, Yoav Gallant, qui est le ministre israélien de la Défense, a fait savoir que ça ne voulait pas dire un arrêt des hostilités. Pourquoi ? Parce que dans la stratégie israélienne, en réalité, quand on regarde de près, on se rend compte que le narratif visant à détruire le Hamas et visant à détruire la totalité du Hamas n'est en réalité qu'un prétexte. Dans la stratégie, lorsqu'on regarde, on se rend compte qu'Israël bombarde intensivement la bande de Gaza, avec bien entendu pour conséquence de faire énormément de victimes civiles. Ces victimes civiles-là vont mettre la pression en quelque sorte sur le Hamas, donc les images vont faire que ça met la pression sur le Hamas, et donc le Hamas sera donc contraint, du fait de la pression militaire sur la population civile gazaoui, de consentir à lâcher les otages. En fait, c'est ça la stratégie d'Israël. On bombarde, on fait un maximum de victimes, en dépit de toutes les violations possibles, notamment du droit international, en commettant des crimes de guerre. Mais l'objectif pour Israël est, par ce biais-là, ils estiment que c'est la seule voie, enfin c'est la meilleure voie de leur point de vue pour obtenir la libération des otages. Donc en mettant la pression et en mettant la pression militaire sur le terrain et en négociant derrière avec le Qatar pour obtenir la libération des otages. Et j'en veux encore pour preuve que lorsqu'ils avaient commencé à lancer les hostilités contre la bande de Gaza dès le 8 octobre, ils avaient demandé aux populations gazaouies qui étaient au nord de la bande de Gaza d'aller vers le sud. Or, on constate depuis plusieurs jours maintenant que même le sud commence à être bombardé. Donc, on voit bien que la population gazaoui est prise véritablement dans un étau, mais ça, c'est pas nouveau. Depuis 2007, elle est totalement coupée du monde. Elle vit dans une espèce de prison à ciel ouvert. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Nations Unies. Et donc, ce pilonnage intensif avec cette augmentation, avec le nombre de morts que cela suscite, eh bien, ce n'est pas sans
conséquences. Parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de pays soutiennent Israël dans leur stratégie. C'est-à-dire que de moins en moins de pays reconnaissent Israël comme étant la victime du terrorisme, du Hamas ou des groupes armés palestiniens. Au contraire, de plus en plus de pays commencent à considérer, et d'opinion publique commence à considérer que Israël est un État agresseur, c'est un État colonisateur. Et donc là, ça change totalement, puisque de la position de victime qu'avait toujours adopté Israël vis-à-vis non seulement des Palestiniens, mais aussi de l'ensemble des pays arabes qui l'entourent, elle devient aux yeux des opinions publiques des pays de la communauté internationale comme un pays colonisateur, un pays agresseur. Et donc ça, évidemment, c'est ce qui explique que même à l'intérieur des États-Unis, même à l'intérieur des pays occidentaux où traditionnellement, jusqu'à il y a quelques années à peine, on avait toujours vu les opinions publiques soutenir largement la politique israélienne concernant les territoires occupés, qu'aujourd'hui, on assiste à des images ahurissantes. Vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez sur des sites comme Telegram, vous allez voir des bagarres dans des grandes universités, Harvard, Stanford, où des étudiants juifs sont pris à partie par des autres étudiants, y compris, pas seulement des étudiants musulmans, mais même des étudiants blancs, américains, non juifs, qui reprochent justement aux juifs américains de soutenir un État dont les actes ne sont pas en conformité avec le droit international et dont les actes violent allègrement toutes les dispositions en matière de droits de l'homme et de la dignité humaine. Et surtout, le fait que Israël, avec sa politique de colonisation, se met aussi en difficulté parce que évidemment il y a des réminiscences de régimes autoritaires qui ont usé de la colonisation comme l'Afrique du Sud qui rejaillissent dans les esprits des gens. Et donc tout ça fait que dans la situation actuelle, Joe Biden pour le moment reste encore fermement attaché à un soutien indéfectible à Israël, mais le risque pour lui, c'est qu'on est à quelques mois de l'échéance présidentielle et je me demande jusqu'à quand est-ce qu'il pourra toujours tenir cette position d'un soutien indéfectible à Israël, alors qu'en même temps, Israël se met à dos la communauté internationale, notamment dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme qui est basée sur le tout sécuritaire, le tout militaire, sans tenir compte évidemment des victimes civiles. Donc, pour le moment, cette trêve-là, elle sera effective à partir de jeudi, sur 4 jours. On va d'abord voir comment les choses vont se passer. Et si donc on espère que les choses se déroulent bien, il y a de fortes chances que cette trêve-là soit prolongée et permette aussi à la fois de continuer à acheminer de l'aide humanitaire, des médicaments, de l'eau, du carburant vers la bande de Gaza, permettre aussi de sortir les grands blessés vers notamment les hôpitaux de la région, principalement l'Égypte. Et puis, en même temps, ça va permettre aussi à la communauté internationale de continuer à intensifier leur pression sur les belligérants pour obtenir un cessez-le-feu. Il ne faut pas oublier que dans la foulée, une délégation de l'Iran, du Hamas, de l'Arabie Saoudite s'est rendue à Pékin et a été reçue par les autorités chinoises parce qu'il ne faut pas l'oublier, Pékin aussi a son plan de paix concernant la crise israélo-palestinienne. Donc, les Chinois savent que les Américains se rendent bien compte que les Américains et les Européens n'ont plus véritablement la main sur ce dossier du Proche-Orient et du Moyen-Orient, et donc décident eux aussi, au nom de la recomposition de la géopolitique internationale et aussi au fait qu'ils estiment que les Américains ne doivent plus être considérés comme étant le principal acteur dans la région. Et donc la Chine aussi veut affirmer sa puissance, notamment sur le plan diplomatique, en proposant elle aussi son plan de paix. Donc elle œuvre aussi en coulisses sur le plan diplomatique et elle est aussi renforcée par ses récentes victoires. On se rappelle du rapprochement spectaculaire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine. Et donc, les Chinois savent qu'ils ont une carte à jouer et ils ont l'occasion et ils ont l'intention de le faire et de jouer cette carte-là jusqu'au bout. On l'espère que ça aussi, ça va donner des résultats. Donc, ces différentes négociations à Doha, à Pékin, vont permettre d'obtenir une trêve humanitaire qui va permettre non seulement de poser un peu, de faire taire les armes quelques jours, malheureusement, en espérant que cette durée-là sera prolongée, et en même temps, évidemment, il y aura l'aspect de la négociation. Dans tout ça, on a oublié l'Ukraine. Dans tout ça, on a oublié l'Ukraine. Et même, j'ai lu un article assez intéressant sur un site d'information française qui disait que les Américains, faute d'armes, sont obligés de violer l'embargo sur les armes qu'ils ont imposé à l'Iran. Et en passant par des intermédiaires, les Américains seraient en train d'acheter des armes à l'Iran
qu'ils sont en train d'envoyer à l'Ukraine. Donc, puisque ils n'ont pas, comme le disait l'ancien ministre britannique de la Défense, il disait que les stocks d'armes occidentaux ne sont pas des puits sans fond, c'est-à-dire que le stock il est limité. Et même les Américains commencent à se rendre compte qu'il y a un véritable danger. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a la Russie qui a su réorganiser son industrie militaire et qui, dès la fin de l'année 2022, était déjà passée en économie de guerre. Et donc, en dépit des sanctions, elle a su intelligemment nouer de nouvelles relations, notamment avec l'Iran, la Corée du Nord et la Chine, qui lui permettent, pour ce qui concerne la Chine, d'avoir des composants électroniques de dernier cri pour la fabrication d'armes très sophistiquées telles que les missiles balistiques. La Corée du Nord et l'Iran qui lui permettent d'avoir, pour la Corée du Nord, des obus à moindre frais et à moindre coût et en grande quantité. Et l'Iran qui leur permet d'avoir des armes telles que les drones, avec lesquels ils ont noué même un partenariat. Une usine de fabrication de drones iranienne a été installée en Russie. Donc tout ça fait que la Russie a réussi à s'adapter et elle continue à mener une guerre intensive en Ukraine avec les résultats que l'on commence à observer. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin pour l'actualité internationale. Ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Morning. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.